Le journal politique, présenté par Elsa Charbit. Valérie Boyer, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio J1 pour notre journal politique. Je rappelle juste à nos auditeurs que vous êtes sénatrice des Bouches-du-Rhône. Vous appartenez bien sûr au groupe Les Républicains. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, également de la Commission des Affaires européennes. Et nous sommes ravis de vous accueillir ce matin en tant qu'invité du journal. On va commencer par quelque chose qui s'est déroulé il y a quelques semaines, puisque vous avez fait partie d'une délégation qui s'est rendue en Israël, où vous avez visité les lieux de terrible mémoire du 7 octobre. Oui. Je voudrais savoir ce que vous avez, avec quoi vous êtes revenu de ce déplacement, avec quels sentiments et quels avis sur Israël. Déjà, donc bonjour à tous vos auditeurs. C'est émouvant ce que vous me demandez, c'est pour ça que je mets un petit temps. Je suis partie là-bas pour manifester mon amitié et mon soutien aux Juifs de France et aux Israéliens suite au terrible pogrom du 7 octobre. J'y suis allée aussi en tant que Française puisqu'il y a 50 Français qui sont morts suite au pogrom du 7 octobre, dont certains dans les geôles du Hamas, dans les tunnels du Hamas. On a espéré pendant très longtemps et malheureusement, nous n'avons eu que des mauvaises nouvelles. J'y suis allée aussi parce que, en tant que membre du Parlement, j'ai fait partie de ces élus qui ont adopté un otage, qui ont manifesté, qui étaient là pour l'anniversaire de Krif et d'Ariel, et de son grand frère Ariel, enfin son grand frère de 4 ans. Qu'est-ce que vous voulez, c'est encore des bébés, tout ça. Et donc, je ne pouvais pas ne pas manifester de façon, j'allais dire, physique, mon soutien. Par votre présence en Par Israël. ma présence. Oui. Même si, vous savez que depuis que je suis parlementaire, j'ai toujours été membre du groupe d'amitié France-Israël. J'étais très heureuse d'y être avec Roger Carucci également, qui est président de ce groupe d'amitié au Sénat. Donc, comment j'en suis revenue ? J'allais dire, mon amitié, évidemment, toujours, on va dire, renforcée par ces liens nouveaux qui ont pu se créer. Et effectivement, se rendre sur les lieux des massacres, des pogroms du 7 octobre, c'était c'était vraiment terrible. Éprouvant. Même si toutes ces images, moi je les avais déjà vues. J'avais participé à des réunions au Parlement français suite au pogrom du 7 octobre. Et puis c'est vrai que je suis toujours de près le sort des otages, ceux qui restent encore aujourd'hui. Donc là, nous étions sur les lieux, nous sommes rentrés dans le kibboutz de Be'eri et c'est vrai qu'on a vu avec la familiarité des lieux, les maisons, les photos, c'est concret. Tout ce qui est effectivement, ce qui est des images effectivement des images concrètes des lieux. On a imaginé tout ça. Je vous avoue que nous étions tous, toute la délégation a été particulièrement éprouvée, effectivement. On a déposé des pierres à certains endroits et je crois que chacun, avec ce que nous avons au fond de notre cœur et de nos tripes, nous avons prié aussi pour tous ces jeunes et toutes ces familles, toutes ces personnes qui ont été victimes des pires atrocités. Une guerre qui ne s'arrête pas. Hier, les Houthis ont envoyé un missile sur l'aéroport Ben Gurion. Qui n'a pas été arrêté par le Dôme de fer. Il semble qu'aujourd'hui, les positions du gouvernement se durcissent sur la bande de Gaza et que des réservistes seraient mobilisés pour une entrée plus forte dans la bande de Gaza. Comment envisagez-vous l'avenir ? Que pensez-vous de cette guerre qui est évidemment tout à fait légitime, mais comment voyez-vous les choses évoluer ? Sachant qu'il y a, accompagnant tout cela, il y a une vague d'antisémitisme terrible dans le monde entier. La France n'est pas épargnée. Non. Récemment, même à la gare Saint-Charles, ici, on a vu la prise, comment a été pris à partie Jérôme Guedj dans les différents cortèges et celui du 1er mai, parce qu'il est juif, pas par ses positions politiques. Toute cette ambiance, tout cela, ça vous fait penser à quoi en tant que femme politique avec l'expérience que vous avez ? D'abord quelque chose d'inédit, parce qu'un antisémitisme débridé, décomplexé à ce point-là, je ne l'avais jamais vu, je l'avais jamais imaginé, comme si depuis le 7 octobre, on pouvait tout se permettre, alors qu'on aurait pu imaginer que ce soit l'inverse qui se passe face aux atrocités du 7 octobre, face aux otages avec des enfants, des vieillards, des femmes, les tortures, les sévices sexuels, psychologiques, etc. Tout ça amène, pour des êtres humains normalement constitués, à de la compassion. Non, nous n'assistons pas à ça, bien au contraire.
Alors, plusieurs choses. D'abord, effectivement, je pense qu'Israël est un pays mobilisé, mais traumatisé. Clairement, Bien sûr. C'est quelque chose de douloureux, et je pense que ce traumatisme va être là pour des années et des années, puisque je pense qu'il n'y a pas un juif, il n'y a pas un Israélien, parce que juif ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des non-juifs en Israël, c'est bien de le rappeler, toute confession, qui ne soit pas touché, traumatisé par ce pogrom abominable, et ses conséquences aussi, puisque le pays est en guerre depuis 18 mois maintenant. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique. Alors la Belgique, on n'en parle même plus on n'en parle même plus tellement c'est terrible. Enfin bref, dans tous les pays d'Europe, nous avons un antisémitisme qui s'enracine, qui s'enquiste, et puis en plus qui prend toutes les apparences de la bien-pensance, puisque on manifeste pour la cause palestinienne. Donc effectivement, moi je crois à l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais pas à vivre sous le joug d'une organisation terroriste comme le Hamas, qui n'a qu'un objectif, prendre en otage sa population, la racketter, puisque c'est le cas du détournement de l'aide, etc. Et s'en servir comme bouclier humain. Je suis surprise qu'il n'y ait pas de compassion anéantir l'État d'Israël. Et anéantir l'État d'Israël, puisque ça fait partie de ses objectifs. Et puis je dirais que, pour en revenir à Israël, quand on est là-bas, eh bien, non seulement on voit les difficultés rencontrées par les Israéliens, dont tous sont des enfants mobilisés, etc. Mais surtout, on vit avec le bruit des alertes. Moi, là-bas, plusieurs fois, on s'est retrouvés dans des abris. Alors, c'est vrai que c'est bon enfant, c'est banal, etc. Chacun y va avec conscience, mais c'est plusieurs fois par jour. Donc, effectivement, il y a le dôme de fer fonctionne remarquablement. Merci. La technologie, merci la mobilisation qui permet ça. Mais sans technologie, ça veut dire que c'est tous les jours, des bombes qui arrivent de par les Houthis, ou quand c'est pas les Houthis, sont les autres, à l'intérieur, à l'extérieur. Les Houthis sont manipulés par l'Iran, évidemment. On le sait parfaitement. Donc tout ça fait que il y a une alerte, une tension permanente, et on se demande quand est-ce que ça se terminera, parce que je crois que tous les êtres humains normalement constitués ont envie, effectivement, aspirent tous à vivre en paix, aspirent tous à avoir leur liberté de conscience et d'opinion. J'espère que ce sera le cas pour l'Israël. Nous l'espérons tous, évidemment. On va revenir maintenant à la politique locale, puisque vous faites partie, comme je l'ai dit, des Républicains, et très bientôt, le 17 partie de ceux qui n'ont pas quitté. Voilà, vous faites partie non, pas les derniers Mohicans, n'exagérons rien. Non. 17 et 18 mai, il y a l'élection à la présidence. Exactement. Des LR avec deux candidats, M. Wauquiez et M. Retailleau. Alors, comment vous pourriez rapidement expliquer à nos auditeurs ce qui les différencie? Parce que quand il y a vote, ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux candidats. Déjà, ils ont beaucoup de points communs. Vous avez raison d'insister là-dessus, puisque eux, ils font partie de ceux qui n'ont pas quitté leur famille politique. Ils ont... ils expriment la même angoisse, la même inquiétude sur la sécurité des Français, sur le déclassement de la France, sur les difficultés et sur le réalisme. Ils sont très réalistes sur les difficultés que nous rencontrons. Sur quoi va se jouer le vote, mis à part le fait d'une personnalité que l'on préfère sur la personnalité. Je pense que le vote va se jouer sur la personnalité, sur aussi le fait que Bruno Retailleau apparaît comme quelqu'un de nouveau, et surtout quelqu'un qui est engagé concrètement. C'est ça, quelqu'un qui est dans le concret tous les jours. Quelqu'un qui est dans le concret et qui montre qu'en participant au gouvernement... Puisqu'on rappelle qu'il est ministre, il est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur, et on voit qu'il agit, qu'il est courageux. En tout cas, les salles se remplissent pour Bruno Retailleau. Moi, j'ai confiance. Ils n'ont pas la même position, je crois, sur la loi PLM. Ça aussi, ça les différencie largement. Oui, ça les différencie, mais la loi PLM concerne très peu de personnes en Marseille, France, et ça concerne Marseille au premier chef. Là-dessus, effectivement, moi je suis sur la position donc c'est le mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille. Un mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille. Moi, je suis pas du tout contre le fait qu'on avance sur le mode de scrutin, mais je suis totalement opposée au tripatouillage moins d'un an avant les municipales. Si on veut se pencher sur des modes de scrutin plus efficaces
entre guillemets, eh bien, on peut le faire le lendemain des élections, mais pas quasiment la veille d'un scrutin, avec des faux slogans disant un homme, une voix. Bah oui, effectivement, un homme, une femme, une voix, ça marche pour PLM et ça marche pour tous les autres modes de scrutin. Donc, il faut arrêter avec ces fausses... Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, on peut vous demander pour qui vous allez voter ? Oui, moi, je soutiens Bruno Retailleau. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que, alors que je sais très bien que vous n'avez rien contre M. Wauquiez, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui fait que votre choix s'est porté vers l'actuel ministre de l'Intérieur ? Eh bien, par son action au service des Français, dans un gouvernement difficile, où on ne pouvait pas imaginer qu'on puisse faire grand-chose, mais compte tenu de sa composition, mais où Bruno Retailleau fait ce que nous faisons au Sénat, c'est-à-dire qu'il parle avec tout le monde et surtout qu'il agit concrètement et qu'il prend des positions que je partage sur tous les sujets, hein. Que ce soit la défense des minorités opprimées, que ce soit son action au ministère de l'Intérieur, la lutte de dire et de faire parce qu'il est ministre. Si M. Wauquiez avait été ministre, voilà, ça aurait peut-être changé la donne. Est-ce que c'est pas quelque part pas tout à fait juste ? Et puis oui, mais vous savez, c'est toujours c'est la vie politique. Les choix sont pas faciles. Mais je constate aussi un enthousiasme qui va au-delà de notre famille politique pour Bruno Retailleau. Et je pense que nous avions besoin tout à l'heure, votre langue à fourcher, quand vous avez dit le dernier des Mohicans. Non, nous ne sommes pas les derniers des Mohicans. Je pense que le mouvement que nous représentons est quelque chose de profond, de sincère, qui est au service des Français et de la France. Les solutions que nous proposons, regardez, quand nous avons travaillé sur l'ensemble des sujets, que ce soit la défense des minorités, que ce soit l'international, que ce soit l'économie, que ce soit bien évidemment la lutte contre l'islamisme, le terrorisme et pour la sécurité des Français, eh bien, je pense que là-dessus, notre mouvement n'a jamais failli et se retrouve, j'allais dire, dans la sincérité et aussi la profondeur de ses actions. Vous avez parlé de rassemblement, c'est aussi ça qu'il faut jouer parce que si on se compte, j'allais dire, au sein même des Républicains, pour pouvoir demain avoir une véritable action, je ne parle pas d'aller sur la présidence du parti, mais je parle des actions avec les échéances municipales qui arrivent et ensuite les autres élections qui vont suivre, il faut un rassemblement plus large que les Républicains mais ça a toujours été le cas. Il n'y a aucune élection la gauche a prouvé que le rassemblement la gauche va très loin, elle se rassemble avec des personnes comme la France insoumise qui vraiment dépasse toutes les bords de l'ignominie. Écoutez, nous parlons à tous les électeurs, nous avons toujours parlé à tous les électeurs, il a raison, et c'est le cas, ça a toujours été le cas pendant les élections. Vous savez, ceux qui rêvent d'élections chimiquement pures, c'est qu'ils n'ont jamais participé à une élection. Il y a toujours des alliances, surtout dans un scrutin de liste. Et le scrutin de liste, il est là pour rassembler sur toutes les différences. Après, vous avez les scrutins uninominaux comme les élections législatives. Là, c'est totalement différent. Et encore, au deuxième tour, on rassemble. On l'a bien vu. Alors, moi, j'avoue que j'ai été très choquée par la position de Gabriel Attal, qui, je pense, le marquera durablement pour sa vie politique. Comment un Premier ministre peut dire qu'on vote pour la France insoumise ? J'avoue que c'est quelque chose, je pense que c'est une faute extrêmement lourde de la part de l'ancien Premier ministre, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est qu'il faut rassembler, mais il faut rassembler sans perdre son ADN, sans perdre sa dignité, sans perdre aussi ce qui fait que les Français enfin, moi, je le constate dans ma vie politique, me font confiance depuis tant d'années. Probablement parce que, effectivement, je n'ai pas varié, je n'ai pas changé. Je suis restée fidèle à ma ligne politique, à ma famille politique, mais surtout, je suis restée fidèle à mes engagements. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'Israël, de l'Arménie, du droit des femmes, de la sécurité. C'est vrai que vous n'avez pas varié sur vos positionnements depuis plus de 20 ans que l'on se côtoie. Effectivement, moi j'ai été élue parlementaire en 2007 et j'ai toujours défendu la même chose. Et d'ailleurs, quand je vois aujourd'hui que dans certains textes, on reparle de sujets que j'avais défendus dans mon premier mandat de député, dans mon deuxième, dans mon troisième, et maintenant que je suis sénateur, mon quatrième mandat de parlementaire, j'avoue que je me dis qu'on a perdu beaucoup de temps. Allez, on va parler d'une autre élection qui intéresse tout le monde entier, bien sûr. C'est celle qui vont avoir lieu au Vatican à partir de mercredi, puisque le conclave va se réunir suite au décès du pape.
pape François. D'abord, qu'est-ce que vous avez retenu de ce pape François? Qu'est-ce qui vous en restera? Je pense qu'il m'en restera puisque moi je l'ai rencontré. Je sais. Il venait d'être élu depuis 3 semaines puisque je suis aussi membre depuis toujours du groupe d'amitié France-Vatican. Son humilité et puis il a toujours dit que c'était quelque chose de difficile et il demandait qu'on prie pour lui. Donc ça c'est quelque chose que je retiens. Je vous vois sourire mais je pense que c'est important de s'unir dans ce qu'on a de plus profond, de plus intime aussi, c'est-à-dire la prière pour le bien commun, la foi et la prière aussi pour le bien commun. Même quand on n'a pas la foi, on peut aussi être sensible à cette humilité et à ces prises de position. C'est un homme qui a ouvert le Vatican aux femmes, qui a redonné une place aux femmes. Oui, mais vous savez, les femmes, c'est quand même quelque chose qui restera. Oui, effectivement, et je pense qu'il s'amplifiera. Mais les femmes ont toujours eu une place extrêmement importante dans la foi chrétienne et la foi catholique. D'abord avec la figure de Marie. Pas la même visibilité au Vatican. Bien sûr. En revanche, c'est vrai que pour des raisons théologiques, les femmes ont été exclues de la prêtrise pour quelque chose qui est assez rituel et qui peut-être parlera aux auditeurs de Radio JM. Vous savez, au moment de l'Eucharistie, au moment où les chrétiens communient, ils communient par le sacrifice, c'est-à-dire le sang et le corps du Christ. Et effectivement, les femmes qui donnent la vie ont été... il y a toujours une dissonance entre celles qui donnent la vie et le sacrifice. Et c'est les raisons pour lesquelles elles n'ont pas eu accès à la prêtrise jusqu'à aujourd'hui. En revanche, elles ont toujours eu des rôles extrêmement importants. D'abord, elles sont respectées, elles sont vénérées. Il y a de grandes saintes, elles ont leur libre arbitre. Ce ne sont pas des mineurs intellectuels, ni physiques, ni... et elles ont eu des grandes responsabilités dans l'histoire, des abbayes, des monastères. Mais il y a eu quand même avec le pape François une évolution. Mais il y a eu une évolution. Et il y a eu beaucoup de femmes qui sont rentrées effectivement. Oui, mais forcément, quand on s'appelle François et qu'on se revendique de Saint François d'Assise, il n'y a que ceux qui ne connaissent pas l'histoire qui pouvaient imaginer qu'il ne soit pas écolo. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que Monseigneur Aveline a ses chances, parce qu'on en a beaucoup parlé, vous le connaissez très bien, vous l'avez côtoyé, moi aussi j'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire justement avec lui des voyages, des missions en Israël. C'est un homme qui est très aimé, qui est très empathique. Oui, qui a beaucoup de sympathie, et qui est facile d'accès et de hauteur de vue. Et quand le pape est venu à Marseille, on le voyait, ils avaient une proximité dans leurs idées, etc. C'est pour ça c'est le pape qui l'a créé. Exactement. Donc, puisqu'on ne dit pas nommer un cardinal, mais créer un cardinal. Donc, justement, ce cardinal, tout le monde dit que son seul défaut, c'est de ne pas parler italien, mais ça s'apprend très vite. Surtout pour un intellectuel comme lui. Écoutez, mis à part qu'on en serait fiers. Ça serait quelque chose de totalement inédit. Je crois que depuis Grégoire, on n'a pas de pape en France. Mais au-delà de ça, c'est vrai que sa connaissance, il est très connu aussi pour le dialogue interreligieux. Exact. Sa connaissance profonde j'allais dire à la fois de même la si vie après, humaine. Je dois quand même le dire, après le massacre du 7 octobre, il a mis longtemps à réagir. Voilà, mais toute la bienveillance qu'il dégage, etc. C'est quelqu'un qui fait partie effectivement de ce qu'on appelle les papabilés. Écoutez, il a une chance sur 133. Vous savez, il y a un mode d'élection qui est très particulier pour le conclave. Alors tout le monde en parle parce que évidemment c'est l'actualité, mais parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont vu ce film esthétiquement superbe avec une fin un peu stupide, mais mais qui montre comment l'élection se passe. C'est plus qu'une élection, c'est une retraite spirituelle, puisque vous le savez, à chaque fois que les cardinaux, donc qui sont en rouge comme la robe du martyr, c'est quand même dans la foi catholique, tout a un sens symbole, et bien tout sûr. représente Tout une symbolique. Et donc ils vont voter en prononçant une prière donc entre eux et Dieu directement, et dans ce vote ils regardent la peinture de Michel-Ange du Jugement dernier, donc ça se passe et ça se passe à l'abri des bruits du monde dans la chapelle. On n'a pas le droit de sortir tant qu'on n'a pas un pape. Et oui, mais ce mode de scrutin très particulier avec beaucoup de tours aux 2 tiers et puis après
à la fin, si on n'arrive pas à décider à la majorité, amène souvent des surprises. Et en tout cas, tout à l'heure, nous parlions d'entente. On est obligé de faire des compromis et on est obligé de faire en sorte que tout le monde se parle. Et souvent, il y a des surprises. Et les surprises, par exemple, Saint Jean-Paul II a été une surprise également. Il n'était pas attendu. Oui, puisqu'il a été canonisé. Il a été canonisé. C'est pour ça que on dit Saint Jean-Paul II désormais. Donc on n'attendait pas Karol Wojtyła, on n'attendait pas un Polonais derrière le rideau de fer. Même si les Italiens tapent du pied et veulent un pape italien, cette bonne surprise. Et peut-être nous profiter. On peut avoir aussi un pape qui vienne d'un autre continent. François était italien, né en Argentine. On entend l'Afrique. Ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Asie. Ouais. Ça peut être l'Asie également. Nous verrons bien. Mais bon, on aimerait bien un Marseillais. Nous verrons bien. Ah, si ça pouvait être un Français et un Marseillais de surcroît, ce serait quelque chose. Français, il est pour l'instant, c'est lui qui est le mieux placé. Oui. Donc oui, mais vous savez ce qu'on dit, hein, on rentre papabilé, on ressort cardinal. Ouais. En tout cas, moi je ne veux pas. On verra. On verra. Nous verrons bien. Façon, à partir de mercredi, tous les retards seront tournés vers Rome. Et les spécialistes, tous les chemins y mènent, et maintenant tous les yeux convergent vers Rome. Tout le monde dit que ça devra. Enfin, les spécialistes disent que ce week-end nous devrions être fixés. Normalement entre mercredi et samedi, ça devrait être. Merci beaucoup Valérie Boyer. Merci à vous. À bientôt. Merci aux auditeurs de Radio JM.